Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour aborder une problématique et même une erreur qui je trouve est très fréquente en bourse, que j'ai moi-même fait à de nombreuses reprises et que je vois également régulièrement, puisqu'il s'agit tout simplement du fait d'acheter ses actions trop cher et du coup d'handicaper sa performance, puisque nous allons l'expliquer dans cette vidéo. Si vous achetez une action trop chère, même si c'est la meilleure entreprise du monde, vous allez avoir une performance catastrophique. Et notamment, une des choses qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que j'ai vu passer récemment sur Instagram, je ne dirai pas le nom du compte Instagram, mais j'ai vu récemment passer un post qui disait que Costco, par exemple une entreprise américaine que vous connaissez probablement, qui est très qualitative, était toujours intéressante à acheter même à ces prix-là, alors qu'elle est à des ratios de valorisation supérieurs à 50. Donc nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi c'est une très mauvaise idée d'acheter Costco à ces niveaux de prix, et surtout nous allons voir quelle est la solution pour prendre de meilleures décisions d'investissement, pour acheter ces actions au meilleur prix. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc au cours de cette vidéo, nous allons voir premièrement quelle a été mon erreur personnelle au niveau des prix d'achat, ensuite d'où vient la performance d'une action, les deux facteurs qui sont liés à la croissance du prix d'une action, comment calculer son prix juste de manière simple et efficace. Ensuite, nous ferons une petite démo du calculateur que j'ai spécialement fait pour vous. Et ensuite, nous verrons la nouvelle roadmap relative à l'application pour 2024. Et enfin, je vous donnerai un code promo à la fin de la vidéo pour fêter tout ça en bonus, un code de réduction de moins 20%. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc commençons par voir quelle a été mon erreur. J'ai tout simplement acheté beaucoup d'actions, beaucoup trop cher. Et je pense que vous avez été nombreux à faire la même erreur et peut-être que vous la faites encore. Et en bourse, trouver des actions de qualité, c'est bien, c'est même très bien, et c'est la première étape, c'est le prérequis de départ, puisque si vous sélectionnez des actions pourries, vous allez de facto vous retrouver avec des performances pourries. Donc effectivement, la base, si vous voulez faire du stock picking, c'est de sélectionner des bonnes entreprises, des entreprises de qualité, et ma chaîne est entièrement dédiée à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous ne savez pas comment faire. Mais le problème, c'est que même la meilleure action du monde, si elle est achetée trop cher, ce sera un mauvais investissement. Vous avez beau acheter l'entreprise la plus rentable avec le plus de croissance au monde, si vous l'achetez à un prix qui n'a aucun sens par rapport à ses perspectives de croissance, vous allez vous retrouver avec un mauvais investissement purement et simplement. Et à plusieurs reprises, personnellement, j'ai fait n'importe quoi sur mes prix d'achat. Ça a été le cas sur LVMH, sur Dassault Systèmes ou encore sur L'Oréal, que j'ai payé à des prix complètement délirants par rapport à leurs perspectives de croissance, que je regrette aujourd'hui, mais je compte bien rectifier le tir à l'avenir et être beaucoup plus exigeant sur mes prix d'achat. Et n'oubliez pas le concept clé qui a été théorisé par Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent, la marge de sécurité. Ayez toujours une marge de sécurité sur vos hypothèses de croissance et sur vos investissements. Essayez toujours d'avoir une marge quand vous achetez une action, puisque si vous vous trompez ou si l'entreprise fait moins bien que prévu, vous voulez toujours avoir des bons retours sur investissement. Donc maintenant, voyons d'où vient la performance d'une action. Puisque le prix d'une action ne sort pas de n'importe où, il n'est pas magique, et j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que vous retrouverez, je vous la mettrai en description et en haut à droite, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais globalement, le prix d'une action est corrélé à deux facteurs. Les performances financières de l'entreprise, qui peut être mesurée de plusieurs manières, mais notamment par les bénéfices par action, donc les EPS, qui sont donc les bénéfices de l'entreprise divisés par le nombre d'actions en circulation, ou les free cash flow par action, qui sont donc les free cash flow divisés par le nombre d'actions en circulation. Et le deuxième facteur, c'est le ratio de valorisation, qui est exprimé par le ratio très connu, le PE, donc le Price to Earnings, où on va en fait diviser tout simplement le prix de l'action par les earnings per shares, donc les bénéfices par action, ou le price to free cash flow, on va faire la même chose, on va diviser le prix de l'action par les free cash flow par action, et ça nous donne des ratios ou des multiples de valorisation, et vous voyez sur le graphique de droite la corrélation entre les deux, puisque une entreprise tous les ans va avoir des bénéfices croissants, donc des bénéfices par action croissants,
qui sont simulées par les barres bleues, et ensuite, tous les ans, elle va avoir un ratio de valorisation, donc un multiple de valorisation qui va fluctuer et qui donc va déterminer le prix de son action. Et donc, le prix d'une action peut tout simplement être calculé comme suit: les EPS, donc les earnings per shares ou les bénéfices par action, fois le PE, donc le price to earnings ratio, égale le prix. Ou vous pouvez aussi le faire avec les free cash flow, les free cash flow par action, fois le price to free cash flow égale le prix, ça marche de la même manière. Et si on prend l'exemple d'Apple, Apple a eu 6,16 $ d'EPS, donc d'earnings per shares, en 2023, et si on les multiplie par son ratio de valorisation actuel sur ces EPS de 2023, qui est à 37,15, donc un ratio de PE de 37,15, on obtient donc le prix actuel de l'entreprise à l'heure où j'enregistre la vidéo, qui est de 228,87. Donc retenez bien, les earnings per shares fois le PE égale le prix de l'action, et inversement, d'ailleurs c'est une équation qui marche dans tous les sens. Vous faites le prix de l'action divisé par le PE et vous obtenez les earnings per shares. Et ensuite, donc, une fois qu'on a compris cette relation, on peut comprendre quels sont les deux facteurs de croissance d'une entreprise, puisque pour faire un bon investissement, il faut allier les deux facteurs de croissance, et donc il faut trouver des machines à cash, donc des entreprises qui ont le potentiel d'avoir une forte croissance de leurs EPS, donc de leurs earnings per shares, ou de leur free cash flow à l'avenir, et personnellement, je préfère utiliser les free cash flow que les EPS, mais ça va être vraiment à la discrétion de chacun. Et également, il faut acheter cette entreprise au bon prix, ou en tout cas sous-évaluer si possible, pour bénéficier de l'appréciation du multiple de valorisation. Et seulement avec la combinaison de ces deux facteurs, on peut avoir de bons investissements. Puisque si vous achetez une machine à cash trop chère, vous n'allez pas faire de performance, et idem, si vous achetez une daube pas chère, vous n'allez pas non plus faire de performance. Et on va prendre l'exemple de Costco. Costco, c'est une superbe entreprise, comme je vous l'ai dit, mais à ces prix-là, c'est un mauvais investissement, et ça me fait mal au cœur de voir des pages Instagram promouvoir, entre guillemets, l'achat de Costco à ces prix-là. Donc si on prend l'exemple de Costco, on a un prix actuel qui est à 900,74 $ à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et elle a eu des EPS en 2023, donc des earnings per shares sur l'année de 2023 de 14,18 $. Ce qui nous donne un price to earnings ratio de 63,52. Donc pour le calculer, vous faites le prix de l'action divisé par les EPS, ça vous donne donc 63,52. Donc un PE de 63, c'est énorme. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est vraiment énorme. Et donc grâce à ça, on peut faire des hypothèses de croissance, puisque si son PE redevient normal entre guillemets et baisse à 33, et 33 c'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau, 33 c'est la moyenne historique de Costco sur les 10 dernières années. Et donc si Costco retrouve un PE de 33, il faudrait qu'elle ait une croissance de 27% par an de ses earnings per shares pour délivrer un CAGR, donc un taux de rendement de 12% par an à l'investisseur qui déciderait de l'acheter aujourd'hui au prix actuel de 900,74 $. Est-ce que vous pensez sérieusement que Costco va arriver à faire 27% de croissance par an de ses EPS? Je vous le dis d'office, c'est non, puisque historiquement, Costco oscille entre 14 et 16% de croissance des EPS sur les très bonnes années, et c'est une société qui, selon moi, est plutôt destinée à faire du 14 ou du 12% sur les prochaines années, vraiment sur des hypothèses très optimistes. Donc, autrement dit, si elle fait moins que 27% de croissance par an de ses EPS, ce qui est quasiment garanti, l'investisseur sous-performera le S&P 500 au prix actuel, voire même aura peut-être un investissement avec des retours négatifs, puisqu'il perdra de l'argent à long terme si le PE venait à passer en dessous même de ses niveaux historiques et à retrouver des niveaux par exemple de 25 ou de 20. Donc vraiment, retenez, faites attention à vos prix d'achat, puisque même si une entreprise est merveilleuse et même si une entreprise a délivré des très très bons résultats par le passé, ce n'est pas une raison pour la payer beaucoup trop cher, et vous allez le payer avec une performance pourrie. Donc maintenant, voyons comment, avec toutes ces données et avec toute cette théorie, on peut calculer son prix juste de manière simple. Quand on a compris cette relation entre le prix, le multiple et la croissance, on peut donc simuler des hypothèses de croissance future pour une entreprise. Donc cette simulation nous permet d'obtenir un prix final projeté sur 5 ans, par exemple. Personnellement, je projette sur 5 ans plutôt que 10, car je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable de projeter sur 5 ans. C'est une période qui est relativement court terme, entre guillemets, et c'est beaucoup plus facile de projeter à 5 ans que sur 10 ans, puisque en 10 ans, il peut se passer beaucoup plus de choses qu'en 5 ans. Et donc ce prix final nous permet de calculer un CAGR, donc le CAGR, pour rappel, c'est le Compound Annual Growth Rate, donc en gros le taux de rendement annuel,
obtenu si on achète l'entreprise au prix actuel. Et il nous permet aussi de calculer le prix juste auquel il faudrait payer l'entreprise pour obtenir 12% de rendement par an. Pourquoi 12%? Encore une fois, c'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau. 12%, c'est légèrement plus que le S&P 500. Donc on va dire que ça fait un joli chiffre rond pour avoir des investissements qui battent le marché. Et ici, on va prendre l'exemple d'Apple. Apple, vous la connaissez tous. Aujourd'hui, elle a un prix de son action qui est à 228,87 $. Elle a eu des EPS, donc des earnings per shares en 2023, de 6,16 $. Et ce qui nous donne un PE, on l'a vu, aujourd'hui de 37,15. Vous faites le prix de l'action divisé par les EPS, vous obtenez le PE. Je précise ici qu'on prend les EPS de 2023 et pas les EPS TTM, donc Trading 12 Months. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les ratios si vous voulez connaître la différence entre les EPS entre guillemets normaux et les EPS TTM. Et ensuite, on peut donc appliquer à ces EPS un taux de croissance que l'on détermine nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment une hypothèse de croissance qui va être propre à chacun. Personnellement, j'ai pris un taux de croissance des EPS de 12% par an. Pourquoi? Parce que c'est légèrement inférieur à sa moyenne historique, qui est de 14% par an, et ça permet d'être conservateur. Donc aujourd'hui, Apple, elle a des EPS de 6,16, et si on applique ce taux de croissance de 12% sur les 5 prochaines années, on se retrouve en année 5, comme vous voyez sur le tableau, avec des EPS de 10,86 $. Et ensuite, avec ces EPS finaux, donc en année 5, on peut appliquer un multiple de valorisation de fin. En l'occurrence, ici, moi j'ai choisi 26. Pourquoi 26? Puisque c'est quand même supérieur à sa moyenne historique. Sa moyenne historique était à 18, mais c'est inférieur à son PE actuel. Personnellement, je pense que Apple vaut plus que 18 et pourra être valorisé beaucoup plus cher que 18 fois les bénéfices à l'avenir, tout simplement parce qu'elle a prouvé qu'elle n'était pas juste une entreprise de hardware, mais qu'elle était aussi une entreprise de software et qu'elle savait faire des services avec des revenus récurrents. Et donc pour moi, un multiple de valorisation de 26, c'est un multiple qui me paraît cohérent par rapport à la qualité de l'entreprise, par rapport à son secteur et à ses perspectives de croissance à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Vous pouvez mettre 26, vous pouvez mettre 20, vous pouvez mettre 40 si vous pensez que Apple sera valorisé 40 fois les bénéfices dans 5 ans. Personnellement, je préfère toujours être conservateur dans mes hypothèses. Et donc ici, on refait le calcul, donc pour rappel, on prend les EPS de l'année 5, donc 10,86, et on les multiplie par le multiple de fin qu'on a déterminé nous-mêmes, et ça va nous donner un prix final, un prix donc projeté sur 5 ans de 282,25 $. Et ce prix-là va nous permettre de faire plusieurs choses. Il va nous permettre de calculer un CAGR par rapport au prix actuel. Donc ça nous dit que si on achète aujourd'hui l'entreprise 228,87 $, et que si notre hypothèse de croissance s'avère juste, et qu'en année 5, Apple vaut donc 282,25 $, on aura eu un retour sur investissement de 4,28% par an. Ce qui est, vous le voyez, au prix actuel, un retour sur investissement médiocre, puisque ça ne bat pas le S&P 500, et a priori, vous feriez mieux aujourd'hui d'acheter un ETF que d'acheter Apple au prix actuel. Et également, donc ce prix final nous permet une deuxième chose, il nous permet de calculer un prix juste pour obtenir un CAGR de 12% par an. Donc si on veut faire 12% par an de rendement avec Apple, et donc battre le marché, combien est-ce qu'il faudrait payer l'entreprise? Eh bien, il faudrait payer l'entreprise 160,16 $ aujourd'hui pour avoir un rendement de 12% par an par rapport à notre hypothèse de croissance. Et tout ça, ça nous permet une troisième et dernière chose, c'est de calculer donc la fameuse marge de sécurité, puisqu'on a juste à faire la différence entre le prix actuel de l'action, 228,87 $, et le prix juste de l'action, donc 160,16 $, pour calculer notre marge de sécurité, qui est en l'occurrence ici négative, à moins 42,9%, ce qui nous indique qu'Apple serait environ surévalué de 43% aujourd'hui. Tout simplement. J'espère que vous avez bien suivi le raisonnement et on va de suite passer à la démo du calculateur que j'ai spécialement développé pour vous. Et on se retrouve donc ici sur l'application IQ Invest. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque à la fin de la vidéo, je vais vous donner un code de réduction de moins 20% sur des abonnements mensuels et annuels. Je précise que ce code sera valable le premier mois et que vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Il n'y a pas d'engagement. Donc maintenant, on est dans l'application et on va aller voir tout simplement ici sur le screener la fiche détail de l'action Apple. Et on se retrouve ici sur la fiche détail de l'action et vous voyez qu'on a un nouvel onglet qui a fait son apparition ici qui s'appelle évaluation. On va de suite cliquer dessus et cet onglet nous permet donc d'ouvrir le calculateur de prix juste, le calculateur d'évaluation, le calculateur de retour sur investissement, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un petit peu en quelque sorte un DCF, donc un discounted cash flow, mais ce n'est pas dans le sens propre, dans le sens comptable du terme, une méthode de discounted cash flow, puisque un discounted cash flow se fait de manière beaucoup plus complexe. Il y a plusieurs autres paramètres à prendre en compte comme le
le WACC par exemple, mais on va pas revenir dessus ici. Le discounted cash flow est beaucoup plus complexe à calculer. Si vous voulez le calculer, vous trouverez plein de tutoriels sur internet. Ici, nous on se concentre sur la manière simple. Donc, premier point, on a un encart paramètre et un encart résultat. Dans l'encart paramètre, on a 3 facteurs qu'on peut modifier. Les données utilisées, on peut soit choisir les free cash flow par action, soit les bénéfices par action, donc les EPS. Personnellement, je préfère choisir les free cash flow par action pour plusieurs raisons, mais parce que je pense que c'est plus précis et c'est plus représentatif de la performance d'une action à long terme. Donc si on prend les free cash flow par action, on voit ici qu'on a sur le graphe à droite les 5 dernières années et les 5 années projetées. Donc les 5 dernières années, en l'occurrence ici on s'arrête à 2023, on voit que les free cash flow par action de 2023 étaient de 6,32 pour Apple. Ici, ensuite, dans l'onglet paramètres, on a 2 inputs. On a la croissance prévue et le multiple final. Donc ce sont les 2 paramètres dont je vous ai parlé juste avant. Pour la croissance prévue, ici, on a 2 métriques qui peuvent vous aider à prendre une décision. On a le taux de croissance médian sur 10 ans des free cash flow et le taux de croissance médian sur 5 ans des free cash flow. Si vous vous mettez sur les EPS, sur les bénéfices par action, vous aurez la même chose, mais avec les EPS. C'est vraiment 2 choses qui marchent de la même manière, c'est juste qu'on ne prend pas les mêmes données. Donc ici, si on retourne sur les free cash flow, on voit qu'on a bien donc 14 et 18, et personnellement, j'ai choisi un taux de croissance de 12, comme je vous l'ai expliqué, puisque je préfère être conservateur et être légèrement en dessous de la moyenne historique pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ensuite, deuxième point, on a le multiple final. Donc comme je vous l'ai dit, le price to free cash flow d'Apple sur les 10 dernières années était environ de 18, ce qui est selon moi trop faible, elle ne retrouvera pas ces niveaux-là, je pense. Et on a un price to free cash flow actuel de 33. Ici, le price to free cash flow actuel est inférieur à celui que je vous ai montré juste avant, en tout cas au PE que je vous ai montré juste avant. Pourquoi? Parce que ici, on prend les free cash flow TTM pour calculer le price to free cash flow actuel. Donc si vous ne savez pas la différence entre les deux, encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo sur les ratios de valorisation. Et ici, donc, personnellement, j'ai choisi de prendre un entre-deux, un multiple supérieur à la moyenne historique que j'estime trop faible, mais inférieur au multiple actuel que j'estime trop élevé, et donc j'ai choisi 26 qui me paraît être un multiple cohérent pour Apple. Et donc si on prend ces 2 hypothèses, on voit qu'on applique donc un taux de croissance sur les free cash flow, on se retrouve donc avec 11,14 de free cash flow en 2028, et ensuite si on remultiplie ça par le multiple final, on obtient donc un prix final de 289,82 $. Et grâce à ce prix final, on peut donc calculer le CAGR, donc le taux de rendement estimé de l'action sur les 5 prochaines années si on l'achète au prix actuel, en l'occurrence ici 228,87 $. Et en l'occurrence, on a 4,83% de CAGR, ce qui est plutôt médiocre au prix actuel. Et deuxième facteur, comme je vous l'ai dit, on a le prix juste ici, qui nous permet donc de savoir à combien il faudrait payer Apple pour obtenir donc 12% de CAGR grâce au prix juste. Donc en l'occurrence, il faudrait payer Apple 164,45 $ aujourd'hui. Et ensuite, pareil, on a la marge de sécurité entre les deux, donc entre le prix actuel et le prix juste de l'entreprise. Donc Apple est environ 40% surévalué aujourd'hui. Vous pouvez enregistrer vos hypothèses de croissance, vous pouvez les réinitialiser, et également vous voyez dans la partie résumé ici sur l'évolution du cours de l'action, vous voyez les 2 métriques qui s'affichent ici, la FVE, donc qui est la fair value, qui est calculée automatiquement dans l'application grâce à ces paramètres qui sont ici, et vous avez ensuite le prix juste qui s'affiche en vert, qui sera votre prix à vous que vous avez déterminé pour l'entreprise. Et donc vous voyez que Apple, par exemple le 15 avril 2024, elle était à des niveaux de prix vraiment très intéressants par rapport à son prix juste, mais aujourd'hui elle est beaucoup trop chère. Et tout ça, c'est bien beau, on peut faire des hypothèses de croissance pour une entreprise comme on l'a vu ici et déterminer des prix justes, mais là où l'application prend vraiment tout son intérêt et toute sa puissance, c'est dans l'onglet Watchlist ici. Donc là vous voyez ma watchlist personnelle, et vous voyez que grâce à toutes ces méthodes de valorisation, on peut donc classer les entreprises par le CAGR estimé. Et donc ça va être très intéressant, puisque une fois que vous avez fait toutes vos hypothèses de croissance sur toutes les entreprises que vous avez en watchlist, vous allez donc obtenir votre CAGR estimé pour chaque entreprise en fonction du prix actuel. Donc tout ça, c'est mis à jour automatiquement, et à chaque fois que vous allez aller sur la watchlist, vous allez voir donc quelles sont donc les meilleures entreprises, quelles sont vos meilleures opportunités d'investissement à l'heure actuelle en fonction de vos hypothèses de croissance et du prix de l'entreprise. Vous voyez qu'Evolution AB est toujours extrêmement intéressant,
intéressante. Google aussi est extrêmement intéressante par rapport aux hypothèses de croissance que j'ai renseignées. Deutsche Börse également. Et LVMH, vous voyez que là, elle est vraiment à des niveaux de prix qui commencent à être très attractifs. Donc vraiment, l'application prend tout son sens une fois qu'on a renseigné toute sa watchlist, puisque tout ça va se mettre à jour automatiquement et vous allez prendre de meilleures décisions d'investissement et donc augmenter votre rentabilité à long terme grâce à cette fonctionnalité. Et pour finir, un petit bonus sur l'application, on va voir donc l'évaluation de Costco ici, et vous allez voir que Costco, c'est vraiment une très mauvaise idée de l'acheter aujourd'hui, donc s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Vous voyez que Costco, historiquement, si on prend les free cash flow, elle a eu une croissance de 17% par an, mais que la croissance est légèrement plus faible sur 5 ans, donc ça veut dire qu'elle diminue, et donc on va prendre ici par exemple une hypothèse de croissance relativement optimiste de 14% par an, qui est supérieure à la moyenne 5 ans, vous remarquez, et on va prendre un multiple final de 34, ici on va être également très optimiste, puisque on prend la moyenne historique de Costco, que j'estime déjà extrêmement élevée, mais qui est quand même beaucoup moins élevée que son price to free cash flow actuel. Donc en prenant cette hypothèse de croissance et le multiple final, on se retrouve avec un prix final sur 5 ans de 994$, et là vous remarquez que ça fait pas beaucoup de différence en fait avec le prix actuel, et qu'on obtient un CAGR de seulement 2% par an, ce qui est catastrophique. Dit autrement, si vous achetez Costco aujourd'hui au prix actuel, vous allez avoir des performances pourries, tout simplement. Et vous remarquez qu'on peut s'amuser ici à augmenter un peu les hypothèses de croissance, et vous pouvez voir que pour obtenir ici un taux de rendement relativement satisfaisant de 12,74%, il faudrait que Costco fasse une croissance de ses free cash flow de 26% par an si elle retrouve des multiples de valorisation relativement raisonnables. Donc vous voyez que les hypothèses de croissance sur Costco sont beaucoup trop ambitieuses et qu'aujourd'hui Costco n'est pas un bon investissement. Donc s'il vous plaît, faites vraiment attention à vos prix d'achat quand vous achetez une entreprise. Et voilà, et donc maintenant pour terminer, juste avant de vous donner le code de réduction, je voulais faire un petit point rapide sur la roadmap. Je vous avais partagé, je crois en juin, cette roadmap là, donc la nouvelle roadmap de 2024, que j'avais partagée suite à la sortie du portefeuille dans l'application, et en fait vous allez voir, on est en avance sur le planning, puisque l'ajout des bilans c'est fait, l'ajout des graphiques c'est fait, l'ajout de nouvelles analyses dans le portefeuille, notamment le graphique en time weighted return, c'est fait, il ne manque plus que le graphique de PRU plus les points d'achat à ajouter dans le portefeuille, ça va venir. On a également la possibilité de créer plusieurs watchlists, ça c'est fait, et on a le modèle de DCF personnalisable à enregistrer pour chaque action, donc ça c'est également fait aussi, c'est ce que je viens de vous partager aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il ne nous reste plus que deux choses pour respecter la nouvelle roadmap de 2024, c'est l'ajout des analyses IQ Invest et l'automatisation des saisies du portefeuille via import. Et donc pour ça je vous ai fait une petite nouvelle roadmap pour fin 2024 que j'ai actualisée et avec les fonctionnalités que je compte ajouter dans l'application. Donc comme d'habitude je vous rappelle que l'objectif de cette application c'est de créer le meilleur outil mais de le créer ensemble. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées d'amélioration et des fonctionnalités que vous souhaiteriez avoir. Vous pouvez pour ça me contacter par mail hugo@iq-invest.fr. Et donc, premier point, on va créer un lexique sur l'application, donc il va être disponible sur le site internet pour regrouper tous les calculs et les termes utilisés dans l'app, puisqu'on commence à avoir beaucoup de calculs et je n'ai pas envie que les calculs soient opaques, je veux que vous puissiez comprendre exactement d'où viennent les chiffres. Ensuite, on va créer une documentation pour faciliter la compréhension et l'utilisation de l'application, donc ça va être sur le mois d'octobre, donc vraiment un mois axé sur le savoir et la documentation relatif à l'application. Ensuite, en novembre, on va ajouter les crypto-monnaies dans le portefeuille. J'ai mis crypto entre parenthèses parce que vous savez que je n'aime pas ce terme. Personnellement, je suis à 100% sur le Bitcoin et je pense que toutes les autres cryptos ne valent pas la peine. Ce sont toutes des shitcoins, mais vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Ensuite, on va ajouter les pourcentages de croissance year on year sur les graphes quantitatifs. Donc ça va être super intéressant puisque dans l'onglet quantitatif, au lieu d'avoir juste l'évolution des chiffres bruts, on va pouvoir voir donc les taux de croissance annuels. Donc ça va être super intéressant. Ensuite, des améliorations diverses relatives au portefeuille. Il y a pas mal de choses encore à améliorer sur le portefeuille. Puis en décembre, on va ajouter notamment de nouveaux graphiques dans le portefeuille avec le graphique du PRU plus les points d'achat sur des actions. Ensuite, on va ajouter donc les analyses IQ Invest dans l'application et l'amélioration des analyses fondamentales. Et en 2025, je compte travailler sur l'automatisation des saisies du portefeuille via des imports. Mais pour ça, j'ai besoin que le portefeuille soit déjà en béton et qu'il soit parfaitement fonctionnel et opérationnel avec des saisies manuelles avant de pouvoir importer des données automatiquement dedans. Et juste avant de conclure, donc comme promis, le code de réduction, vous aurez moins 20% sur l'application. Ce code de réduction est valable jusqu'à fin septembre, donc profitez-en, il est valable sur les abonnements annuels et mensuels. Donc n'hésitez pas à aller tester l'application, à aller tester le calculateur et amusez-vous à calculer les prix justes pour les entreprises que vous avez déjà en watchlist et en portefeuille.
Pour rappel, il y a plus de 9000 entreprises du monde entier sur l'application, 30 ans de données historiques, le calculateur de prix juste, l'analyse de portefeuille et le graphique de performance, et vous aurez moins 20% avec le code GRAHAM, donc en hommage à la marge de sécurité de Benjamin Graham, donc le code GRAHAM, G-R-A-H-A-M, tout en majuscule pour avoir moins 20%. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!